Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de VIP. Jamais la moyenne d'âge n'aura été aussi basse que dans cette émission du jour, puisque nous recevons en premier invité un jeune homme de 25 ans, sans doute le plus jeune invité de toute l'histoire de VIP. Il s'agit de Charles Rosoy, qui a remporté à pour notre grand plaisir le 100 mètres papillon aux Jeux paralympiques à Londres. Charles, bonjour. Bonjour. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Fabrice Caspar, qui est le leader du groupe Push, alors un groupe de rock chrétien. Et ce sera l'occasion de faire découvrir à Charles ce que c'est que le rock chrétien, parce que là, je crois que ce sera une vraie découverte, Charles. Hein. Tout à fait. Voilà, pourtant, musique, il s'y connaît, mais peut-être pas trop du côté chrétien. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. On va plutôt parler sport avec vous, Charles. C'est jamais anodin de mettre à l'honneur un sportif. On hésite toujours un peu, nous, les journalistes. Vous savez, les sportifs, on se dit, bah, ils n'ont pas tous quelque chose à dire. Et là, j'ai un peu sauté sur l'occasion en me disant, celui-là, il a une histoire. Il est passé par le handicap, hein, toujours d'ailleurs aujourd'hui. Il a une vraie histoire à raconter. J'aimerais qu'on raconte cette histoire, si vous êtes d'accord, évidemment. Bien sûr, je suis d'accord, même si elle est longue. Elle est un peu longue, on a une demi-heure devant nous, avant que Fabrice nous rejoigne. Vous êtes tombé dans l'eau quand vous étiez petit. On va dire ça comme ça. Papa et maman vous ont mis à l'eau très rapidement parce que ce garçon un peu survolté, il fallait un peu l'occuper quand même. Jeté à l'eau même, je dirais. Parce qu'effectivement, avant de savoir nager, les grands-parents disaient souvent à mes parents, votre petit nage très bien, mais il ne sait pas nager. En fait, il me jetait à l'eau et je me débrouillais. Comme tous les jeunes, généralement, on a une notion de l'eau qui est assez importante. Et puis, je me débrouillais dans l'eau et j'ai toujours aimé ce milieu. Voilà. Dès le départ, ça a été votre élément? Oui, ça a été mon élément. Après, j'ai beaucoup pratiqué d'autres sports, puisqu'il faut se découvrir d'abord quand on est jeune. Il faut apprendre à ne pas faire qu'un seul sport. Mais j'ai fait beaucoup de sports aquatiques, c'est vrai. Et puis après, je suis arrivé très vite à la natation, parce que ça me plaisait. J'allais voir mes petits voisins qui faisaient de la natation tous les soirs. Et le maître nageur m'a dit, mais attends, hein, tu vas pas rester dans les gradins comme ça, toi, tu vas prendre ton maillot de bain la prochaine fois et tu vas venir nager. Et je me suis mis à la natation comme ça, autour des 6-7 ans. Voilà, et j'ai découvert ça, j'ai découvert ce milieu. Ça se passait bien, j'adorais ça. Et puis après, ça a été l'escalade, ça a été le début de la compétition, l'abandon d'autres choses, puisqu'il faut faire des choix dans la vie. Vous avez quoi comme autre sport à côté en attendant? Je faisais du judo, oui. j'ai fait des sports collectifs, j'ai fait un peu de foot en étant tout jeune. Voilà, c'est bien de développer l'esprit collectif. J'ai fait du VTT, j'ai fait, je sais pas, mais je suis passé de la course à pied un peu, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, une éducation de la vie, en tout cas, qui passait résolument par le sport et par ses valeurs. Oui, par le sport. Les valeurs du sport me correspondent bien. Et puis, c'est important de se dépenser quand on est jeune. Je faisais de la musique aussi. J'étais clarinettiste. D'accord. Donc, voilà, j'en ai fait longtemps. J'en ai fait jusqu'à la fin du collège, il me semble, où j'ai progressivement arrêté, effectivement, parce que le sport me prenait de plus en plus de temps. Et en nageant de plus en plus, il fallait savoir faire des concessions et faire des choix. Et donc, j'ai choisi la natation. Alors, deux questions par rapport à ce que vous venez de dire, Charles Rosoy. Vous avez parlé de ce milieu, le milieu de la natation. On entend parler du milieu du foot, on entend parler du milieu du rugby. Comment vous le qualifiez, vous, ce milieu de la natation, qu'il soit paralympique ou pour les valides? C'est un milieu que je qualifierais au début déjà de familial. On peut y aller tous ensemble, on partage un bon moment, mais c'est un milieu un peu à part parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un sport complètement aquatique, où on est immergé dans l'eau. Et il n'y a pas d'échange, c'est un peu à part des autres sports où on peut échanger avec les autres en même temps qu'on fait ce sport. Et pourtant, il y a de la solidarité dans ce sport. Voilà, il y a de la solidarité, mais je veux dire, on est un peu seul, ce que je veux dire, il n'y a pas de communication. À part quand on arrive au mur et qu'on discute avec ses copains. Et le mieux, c'est quand on arrive au mur, c'est d'écouter l'entraîneur. Donc, c'est un milieu vraiment, je dirais, sain aussi. Hein. C'est ce qui représente souvent dans les études, c'est la natation, on le voit comme sain, dépassement de soi, c'est des sports exigeants. Parce que c'est un sport qui demande énormément d'heures d'entraînement pour très peu de temps de course finalement. Parce que pour vous dire, j'ai calculé plus de 2000 heures de travail pour l'année des Jeux paralympiques pour une course qui a duré 1 minute. Donc c'est vrai que... c'est vertigineux finalement. Se dire le rapport entre le temps que vous avez passé dans les bassins, à vous entraîner, parce que l'idée de la médaille, vous l'aviez depuis très tôt, quoi. Il fallait la décrocher, on ne fait pas tous ces efforts pour rien. Puis le moment où vous courez, ce 100 mètres papillon que vous avez gagné à Londres, c'est vertigineux le rapport entre ce temps de travail et cette minute. Sachant que ça, c'est une année. Mais après, j'ai commencé au collège à nager vraiment en sport-études, donc tous les jours, journalier du lundi au samedi. Et moi, ça fait depuis tout jeune, à l'école, j'écrivais déjà sur mes
mes cahiers, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Champion olympique. C'était déjà un de mes rêves. Non, mais Ah oui. donc c'est voilà. Donc c'est des années de travail, puisque au collège, déjà une fois par jour. Puis après, à la fin du collège, c'était 2 jours dans la semaine où je passe à 2 fois. Plus de la préparation physique un peu générale, ce qu'on appelle, c'est voilà, des pompes, des choses comme ça. Et puis après, on arrive au lycée, et là, j'ai allongé mon lycée en 4 ans pour pouvoir pratiquer 2 fois par jour, tous les jours, du lundi au samedi. Et donc, j'ai jamais vraiment connu les dimanches, moi, les week-ends, si j'ose dire, puisque c'était dans l'eau. C'était dans l'eau. C'était dans l'eau. Et puis, la plupart du temps, c'était en déplacement. J'ai aussi appris très jeune la gestion de soi-même, puisque je partais loin de mes parents très longtemps. Comme j'ai dit, mon entraîneur, c'était la personne que je voyais plus que mes propres parents. Donc, ça forge un jeune, ça lui apprend beaucoup de valeurs aussi. Alors justement, c'était ma deuxième question, les valeurs. Quelles sont celles spécifiques à la natation? Vous avez dit l'exigence, bon, une endurance évidemment. Oui. La spécifique à la natation, c'est compliqué comme question, ça. J'ai jamais vraiment réfléchi parce que moi, je réfléchis plus sur les valeurs du sport en global. En général. En global. Mais c'est vrai que la natation, ben, déjà, c'est un sport où le rapport au corps est très important puisqu'on est tout le temps en maillot de bain et ça permet aux gens vraiment ceux qui arrivent dans la natation, qui au début sont timides, sont introvertis, vont pouvoir se découvrir, vont pouvoir avoir plus confiance en eux. Je pense que j'ai l'impression de ça. Je connais très peu de nageurs qui sont vraiment très introvertis. Ça permet une ouverture aux autres. Ça permet. D'être décomplexé, on est tous à égalité. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un maillot de bain et tout. Il n'y a pas d'argent en jeu pour gagner. Je veux dire, c'est pas celui qui aura le meilleur matériel. Au tennis, on va pouvoir se poser la question. Je suis jeune, mon papa a beaucoup d'argent, il peut m'acheter une très bonne raquette. Et des bonnes tennis. Alors que le maillot de bain, bon. Alors que là, le maillot de bain, surtout que chez les jeunes, il n'y a qu'une question de maillot de bain, ils ne mettent pas encore de combinaison. Ouais. Donc voilà, c'est toutes ces valeurs-là. Je dis un sport sain parce qu'on nage beaucoup, on s'entraîne, on pense à ce qu'on fait. Souvent, les nageurs sont assidus, ils sont appréciés à l'école parce qu'ils ont des bons résultats. C'est des gens qui sont assez cultivés. Je connais beaucoup de nageurs et j'en connais très peu qui ne font pas d'études et qui n'ont pas réussi par la suite. Donc moi, je sais que par rapport à ça, j'étais confiant parce que j'avais choisi un sport où les gens avaient tendance à réussir derrière et il fallait une certaine intelligence en plus pour pouvoir nager. Parce qu'aujourd'hui, au niveau moteur, c'est quelque chose qui est complexe et il faut utiliser les bras en même temps que les jambes, etc. Et donc ça demande une certaine finesse, une certaine intelligence. Alors, vous avez eu la gentillesse de nous amener un clip qui vous présente un petit peu dans votre milieu naturel. Votre milieu naturel, c'est certainement pas le canapé rouge de VIP, ça ressemble plus à un grand bassin d'eau bien bleu. Moi, je vous propose qu'on vous découvre en images aussi, même si on a tous ces images de 100 mètres papillons dans la tête au mois de septembre. Et on parlera après du Charles, avant qu'il soit handicapé, de cet accident de moto à 19 ans et de comment après on se récupère et on se remet en selle et on y retourne, quoi. Mais d'abord, les images. Charles Rosoy, donc en milieu de bain, on vous l'a expliqué, ça se passe comme ça, dans un bassin. Voilà, petite précision pour tous ceux qui écoutent l'émission à la radio et qui n'ont pas les images. Vous pouvez retrouver ces images sur le site de Charles Rosoy, c'est charles-rosoy.com. Hein. Oui, c'est www. Avec les 3 W. Charles-rosoy.com. Voilà, R-O-Z-O-Y, Rosoy. Vous avez un surnom dans le milieu de la natation, c'est Nemo. Alors on va expliquer pourquoi Nemo. Vous savez, c'est ce petit poisson du dessin animé, ce petit poisson qui est atrophié d'une nageoire et qui pourtant va réussir à faire des exploits incroyables avec sa petite taille et sa seule nageoire valide. Et vous, c'est vrai que c'est un bras qui vous manque aujourd'hui. Enfin, il est là, ce bras, on le voit. Vous arrivez à le lever un peu, mais il n'est plus tellement utile, on va dire. C'est ça. Tout à fait. Non, oui, il y avait plusieurs raisons. Dans un premier temps, c'était Nemo, c'était un ami qui m'a sorti ça vraiment par hasard en me disant
t'es vraiment courageux, toi, t'es comme le petit Nemo. Et après, il s'est mis à rigoler intérieurement. Je lui dis, ah, quand même, t'es dur, Nemo. Puis il me dit, non, mais en plus, t'as la nageoire atrophiée. Et là, il y avait tout le monde autour. Et là, c'est parti dans un fou rire complet. Et effectivement, cette image me colle bien à la peau, puisque... À part les rayures oranges. Hein, voilà, j'ai pas de rayures, mais, voilà. mais je suis poisson clown aussi. En plus, je suis drôle. Dit-il sans aucun complexe. Voilà. Non, mais j'aime bien faire mon clown. Je pense que voilà, il faut en rigoler. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de dur. On pourra en parler juste après. Mais voilà, il y a des choses qui nous arrivent. Après, il ne faut pas perdre sa bonne humeur pour autant. J'ai toujours été quelqu'un comme ça, qui avec une bonne humeur, essayer de faire rire les gens, essayer de partager des choses. Et ben, je continue. Et je continue un peu différemment. Et puis ce Nemo, je pense que ça va bien par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas se prendre la tête et vouloir s'appeler Superman ou Hulk. Même s'il y en a qui m'appellent Hulk aussi, puisque j'ai un bras Hellboy. Oh ouais, sauf que Hulk, il est vert. Et bon, bref, on laissera Hulk de côté. Oui. Question, donc, vous nous disiez tout à l'heure, j'étais au collège, j'avais marqué que je voulais être champion olympique. Jamais vous n'auriez imaginé que c'était en handisport. Évidemment. Vous étiez déjà un bon nageur avant l'accident dont on va parler. Ça se passait déjà pas mal pour vous, finalement, en natation? Oui, ben, justement, j'avais une carrière qui était assez tournée vers la natation, et au lycée, ça se passait pas mal. Bon, même si j'étais champion du monde de l'entraînement, comme j'aime bien le dire, puisque j'étais très fort pour faire des entraînements conséquents, nager des heures et des heures. J'étais capable de performances vraiment importantes à l'entraînement. Par contre, j'avais du mal à perfer en compétition, donc jusqu'en 2006, à la fin du lycée. Et effectivement, c'était une période un peu compliquée. J'étais toujours souvent quatrième. Donc au championnat de France ou des championnats internationaux, c'est pas mal, mais c'est quatrième. C'est quatrième. Aujourd'hui, on ne retient pas les quatrièmes. Ça reste au pied du podium, voilà, quoi. C'est vraiment pas de concrétisation sur le podium, voilà, de tous ces efforts. Et j'étais à quelques centièmes, souvent des temps internationaux, pour partir vraiment m'envoler avec l'équipe et puis passer des bons moments en équipe de France. Mais une sorte de barre qui se franchissait pas, une sorte de plafond, voilà, comme ça. De plafond. Ouais. Et après, il a fallu un 2006, un premier déclic, c'est l'entrée dans la vie un petit peu plus adulte avec la fac, les choses comme ça, où on m'a dit aussi, Charles, c'est bien, mais tu réussis pas tes temps pour rester dans l'équipe de natation. Donc il faudrait que tu penses à peut-être à te reconvertir, à faire un peu autre chose. Et donc j'ai arrêté une première fois de nager, j'ai fait médecine. Et en médecine, ça se passait pas si bien que ça, parce que j'étais quelqu'un qui était quand même très centré sport et qui avait besoin de se défouler. Bon, il y a d'autres choses à côté, des séparations. Faut pas oublier que quand on est sportif, on a une aura de sportif. Et le jour où on l'arrête, il y a beaucoup de gens, et on ne le sait pas forcément quand on est jeune, qui nous aiment pour le sportif qu'on est et pas pour la personne qu'on est. Donc vous avez perdu beaucoup d'amis finalement. J'ai perdu beaucoup de choses et gagné d'autres suite à cet arrêt du sport et puis à cette prise de la médecine. Donc j'étais un peu perdu, et puis il a fallu 1 an pour se reconstruire, passer un brevet d'État finalement pour ne pas perdre son temps, et retourner en STAPS dans une filière qui me correspondait, où les gens me comprenaient, et pouvoir repratiquer moyennement du sport, mais en même temps m'épanouir dans mes études. Et là, ça a été le déclic, quoi. Le déclic, parce que je nageais beaucoup moins, je nageais 1 fois par jour, je faisais beaucoup de préparation physique, et puis je m'épanouissais dans mes études. Donc je me découvrais en tant qu'homme, je devenais l'homme que je voulais être mentalement, physiquement, etc. Et ça a été un déclic, puisque j'ai fait champion de France à la fin de l'année 2007-2008. Avec une vie plus équilibrée finalement. Voilà, une vie plus équilibrée. Après, j'étais passé par des bas aussi qui m'avaient déjà appris beaucoup de choses. J'étais monté à plus de 100 kilos, j'avais pris beaucoup de poids après l'arrêt du sport. Je suis redescendu, j'avais compris beaucoup de choses. Je m'étais entouré de gens qui m'aimaient pour la personne que j'étais et pas pour le sportif que j'étais avant ou d'autres choses. Même si forcément j'étais encore dans une vie un peu artificielle, puisque les études, la vie universitaire est un peu artificielle, avec beaucoup de gens qui sont là pour les sorties, mais pas forcément pour les moments importants. Et puis bon, après, 2008, alors que tout me réussissait, si j'ose dire, les études qui marchaient très bien, avec mes années que j'avais les unes après les autres, la natation qui recommençait à exploser en 2008, mi-2008. Et puis voilà, l'été, maître nageur sauveteur pour gagner un peu d'argent l'été. Et puis, en retour du travail, je me fais heurter par un chauffard qui me, vous êtes en moto, qui me percute, qui me percute et qui me fait perdre l'usage du bras gauche. Vous auriez pu rester complètement? Oui, complètement. Il y avait une barrière de sécurité. Je suis passé dans la barrière de sécurité et c'est le bras qui est resté dedans. Heureusement, ça aurait pu être la tête, ça aurait pu être d'autres parties de mon corps. Après, j'ai eu la chance d'être quelqu'un d'être très athlétique, très sportif, d'avoir des gros muscles et que ça maintienne tout ça en place. Parce que ça aurait pu être complètement coupé et complètement arraché, perdu à vie.
c'est quand même beaucoup de chance, mais on s'en rend compte aujourd'hui. Sur le moment, c'est pas forcément, on n'arrive pas forcément à se dire qu'on est chanceux. Donc là, vous avez 19 ans? J'ai 21 ans. 21 ans, pardon. Oui. 21 ans, c'est plus qu'une tuile, quoi. C'est un drame dans une vie. Et il y a la douleur, évidemment, parce qu'il ne faut pas l'omettre. Ça, c'est... Bien sûr. Là, aujourd'hui, vous en parlez, vous êtes rétabli, vous avez gagné une médaille au JO de Londres. Très bien, mais il y a eu tout un parcours avant ça. Il y a eu le parcours du doute, le parcours de la douleur. Est-ce que dès le départ, vous avez voulu vous en sortir? Est-ce que dès le départ, vous vous êtes dit, je vais y arriver? Non, on ne se dit pas ça tout de suite parce que donc il y a la douleur qui est très présente, mais j'ai été quand même dans des états, je suis pseudo-décédé puisque je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont quand même réanimé plusieurs fois, j'ai eu des arrêts cardiaques importants, j'ai eu des choses, j'avais plus de sang, j'étais dans un état qui était quand même pas joli, et donc ça met un processus, il faut revenir, se dire qu'on est vivant, que c'est déjà pas mal. Déjà, une fois qu'on accepte un peu ça, on ne sait pas encore ce qui va advenir de mon bras à cette époque-là. Donc les médecins, pour l'instant, me disent peut-être que ça va récupérer, peut-être on ne sait pas. Ils ne savaient pas trop, on était vraiment dans le flou. Et donc, c'est des périodes qui sont là très compliquées, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Et je pense que pour avancer, il aurait fallu que dès le début, je sache à quoi m'attendre. Et j'ai pu faire le deuil et pu avancer à partir du moment où j'ai rencontré des gens qui étaient conscients, qui savaient ce que j'avais et qui savaient où m'emmener et ce que je pouvais récupérer, ce que je pouvais espérer et ne pas espérer. Moi, j'avais juste besoin qu'on me dise ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça on peut faire, on peut pas faire, etc. Je tombais trop sur des gens qui ne savaient pas et qui essayaient quand même de se prononcer, qui essayaient de me rassurer alors qu'eux-mêmes n'étaient même pas rassurés. Donc ça n'a pas marché, ça. Ça se sent. Et puis aujourd'hui, je suis tombé quand même sur des choses qui ont été très dures, qui auraient pu m'enfoncer et puis me faire rester au fond du seau, comme je dis souvent, parce que c'est mon image. On est dans un seau, on est arrivé au fond, on a deux solutions, soit on se noie au fond, soit on repousse et puis on remonte à la surface. Moi, j'ai choisi de pousser, de remonter à la surface, mais avant, on m'a bien poussé la tête au fond du seau quand même, parce que les médecins ne sont pas toujours très délicats. Et j'ai eu des réflexions sur t'as perdu ton bras, c'est pas comme si tu avais le sida, tu vas pas en crever. C'est des choses très dures. Et des mots que je reprends tels quels, je ne peux pas les changer parce qu'ils ont été dits comme ça, même si j'aime pas les dire parce que pour moi c'est complètement impoli. Et voilà. Mais on me l'a dit tel quel par des médecins, donc c'est dur. Et du moment où d'un seul coup on a dit voilà, le bras pourra être récupéré à tel pourcentage, mais pas plus, d'un seul coup on voit plus clair, on sait où on va, et là vous vous êtes dit je reprends de la natation. Il y a eu un petit processus, c'est vrai qu'il a fallu que je cherche des médecins qui soient capables de ça. Il a fallu que je tombe sur des gens, encore d'autres histoires de choses où j'ai compris que personne ne me prendra la main et qu'il fallait que je me prenne la main moi-même et que je m'en sorte tout seul. Et donc effectivement, après, on m'a dit ce que j'allais récupérer, j'ai été opéré. Et je suis retourné dans l'eau pour ma rééducation. Oui, initialement. C'est vraiment pour la rééducation. C'était un moyen, je me sentais bien dans l'eau, donc mon kiné m'a dit, il n'y a pas de souci, tu as des grosses raideurs, va dans l'eau, essaie de le mobiliser un peu, de le faire bouger. Ça apaise les douleurs aussi, le fait d'être dans l'eau, on ne porte pas le poids de son corps. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est des très très grosses, très très fortes douleurs que j'ai encore, mais que je gère différemment maintenant. On pourra en parler après, mais c'est vrai que j'ai choisi de les gérer différemment que par tout ce qui était médicaments. C'est-à-dire différemment, c'est-à-dire que je fais beaucoup de sophrologie, beaucoup de centration sur soi, de respiration. Je suis passé par l'hypnose aussi pour vraiment essayer de me calmer et de plus ressentir ces douleurs qui sont vraiment gênantes dans la vie quotidienne. Mais ce bras gauche, il peut faire quoi aujourd'hui? Oui, il ne peut pas faire quoi? Aujourd'hui, je peux lever la main. L'avant-bras, j'ai le biceps qui refonctionne et puis je peux lever, mais voilà, j'ai un degré quoi. Et puis j'ai la main qui s'ouvre et qui se ferme, mais j'ai pas énormément de force. Mais en aucun cas, il ne peut nager. Ça, c'est clair. Il ne peut pas nager. Quand on vous voit nager, le bras est le long du corps et c'est l'autre bras qui fait tout. Surtout en papillon. C'est hallucinant cette histoire. Le papillon, c'est bien la nage la plus dure en natation. Déjà à deux bras, mais alors avec un bras, on fait comment? C'est complètement dingue. On ne tourne pas en rond parce qu'on a des abdos et on se sert de ses abdos et de ses jambes pour essayer d'aller tout droit. Mais bon, c'est ce que je dis, c'est une technique qui s'est adaptée après. Très vite, je me suis remis à l'eau. Il y a eu des petits défis qui m'ont fait que je me suis remis à l'eau et tout de suite. Un bon nageur qui a déjà ses acuités, ses réflexes, il va tout de suite retrouver une nage. On sait nager avec un bras. Après, ce qui est dur, c'est de le répéter de très nombreuses fois et de nager longtemps. Charles Rozoy, à quel moment vous êtes passé de la rééducation en bassin pour soigner ce bras gauche qui n'allait pas bien à vraiment, cette fois-ci, je reprends la compète? Ce sera en handisport, mais je reprends la compète. Enfin, il y a un gouffre entre les deux domaines quand même. C'est tout simple, c'est les petits défis, c'est des petits jeunes qui parlent de moi et qui disent c'est Rozoy comme il m'appelait, il est foutu. Vous étiez en train de vous rééduquer dans la piscine et il y a un groupe de jeunes. Il était bon avant lui.
mais il est foutu. Ça fait mal, ça. Ah ouais, ça fait très mal. Et donc là, moi, je dis, non, et puis mon entraîneur qui me dit, tu peux pas laisser dire ça. Je dis, non, c'est vrai. Et je fais, bah, venez, on va se mettre sur le plot, on va nager, on va voir qui c'est qui va être le meilleur. Et je touche devant, bien sûr, je fais, bon, maintenant que je vous ai mis une tôle, je vous ai montré qui c'est qui était encore le meilleur avec un bras. Et là, voilà, c'est un processus d'auto-guérison, ouais. C'est un déclic, voilà. Et mon coach me dit, pourquoi tu renages pas, en rigolant, et puis je viens nager, et puis après, là, handisport me tend les bras parce qu'un ancien nageur, donc c'est intéressant. Et puis tout de suite, je veux dire, ça c'est en janvier 2009. Ouais. Mars 2009, je fais ma première compétition. Fin février, je fais ma première compétition départementale pour me qualifier au championnat de France, qui ont lieu fin mars. Donc ça, je renage tout de suite et ça se passe tellement vite, ça se passe bien. Mes études à côté continuent de marcher parce que je me suis accroché. Les profs m'ont vraiment aidé parce que j'étais dans une filière de sport. Un ancien sportif qui connaissait bien et qui savait que j'avais une volonté, ils m'ont aidé pour que mes cours se passent bien. Donc tout refonctionne. Donc on se lance, on s'est pris par la main soi-même, mais il y a forcément, on a fait des appels à des gens et qui nous ont aidés un peu, et donc forcément ça aide, et voilà, on est relancé sur de bons rails. Après, ça n'a pas toujours été facile, justement, il y a l'histoire de la douleur à gérer. Au début, on est sous médicaments, c'est pas quelque chose de facile, je déteste être dépendant, moi je suis quelqu'un comme ça, qui aime bien voilà, se gérer par soi-même, et la dépendance des médicaments est très compliquée à gérer. Parce qu'aujourd'hui, les antidouleurs, c'est horrible. Quand on en prend, c'est comme les somnifères pour les personnes. Ils en prennent une fois parce qu'ils n'arrivent plus à dormir, et puis ils s'y habituent. Et arrêter les médicaments était une chose difficile, mais une chose importante dans ma vie. Voilà, je ne voulais pas être dépendant. Entre mars 2009, vous avez repris la compétition, et les JO de septembre 2012, donc on dit qu'on a 3 ans, allez, 3 années d'efforts, 3 années de plaisir, j'imagine quand même, sinon on ne tient pas 3 ans sur la longueur comme ça, avec toujours cette médaille d'or en visée. Il y a quelle ambiance aux JO paralympiques? Parce que évidemment c'est moins retransmis à la télé, et ça fait rager beaucoup de monde, et même les spectateurs comme moi qui ne sont pas des accros du sport mais qui aiment bien voir ce genre de compétition. Il y a quelle ambiance entre vous? Parce que vous n'avez pas tous les mêmes handicaps, évidemment, pas tous la même histoire. C'est une ambiance formidable. Je pense que ça reste du sport, c'est ce que j'explique aux gens. C'est du handisport, c'est du sport pour tous, mais ça reste du sport de compétition. On est entre nous, on partage. Je partage de la même façon avec les sportifs valides, et on échange, on parle de ce qui nous est arrivé, ce qui ne nous est pas arrivé. Mais comme on pourrait parler des sportifs valides, qu'est-ce qui leur est arrivé? Sauf que nous, il nous est arrivé un handicap dans notre vie, où il est de naissance, mais on ne parle pas forcément directement du handicap, mais voilà, on est entre nous, on est bien, on est entre sportifs, on parle des performances, on échange, et c'est un moment exceptionnel, quoi. Je veux dire, les Jeux, c'est le seul moment où on a un petit peu de visibilité, comparé au reste du temps où on n'en a pas du tout, et on peut partager avec les gens, partager ça. Surtout le handisport, vous êtes encore moins visible que les sportifs valides, c'est encore plus compliqué, tout est plus compliqué pour vous de toute façon. Exactement, mais là, c'est ça qui est intéressant dans les Jeux paralympiques, c'est qu'on peut, sur cette courte période, montrer aux gens que c'est vraiment du sport, et que venez voir, parce qu'au début, il y en a plein qui disent, en ce moment, il y a des grosses polémiques là-dessus, ça choque, etc. Bah oui, c'est choquant la première fois quand on n'a pas l'habitude, c'est comme quand on voit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, mais sauf qu'on s'y habitue, et on trouve des valeurs derrière qui ramènent à la base du sport, l'égalité, parce qu'il y a plusieurs catégories. Aujourd'hui, on ne va pas faire courir. Moi, je parle toujours de les catégories de poids dans les sports de combat. C'est normal qu'il y en ait. On ne va pas faire combattre un 100 kg avec un 50 kg. Mais pourquoi on ne fait pas des catégories de taille pour le saut en hauteur? J'ai jamais vu un saut en hauteur, un mec qui fait du saut en hauteur qui fait 1m50. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, nous, c'est la culture de l'égalité, des choses, des belles choses, quoi. C'est vraiment un esprit sportif de dépassement de soi avec les moyens qu'on a. Et ça, c'est beau, c'est le sport. Rappelez-nous votre temps sur le 100 mètres papillon. 1 minute, 1 seconde et 24 centièmes. Et 24 centièmes. Eh ben, on va garder ça en tête avec beaucoup d'admiration. Et on va accueillir notre deuxième invité. Alors lui, il nage pas dans le même bassin que vous, hein, Charles, vous avez bien compris. Lui, il a plongé dans la musique. Il s'appelle Fabrice Caspar. C'est le leader du groupe de rock chrétien Push. Alors initialement, Push, c'était 4 garçons dans le vent, mais alors le vent de Pentecôte, hein, pas n'importe lequel. Ils ne sont plus que 3 aujourd'hui. Fabrice, asseyez-vous, bonjour. Bonjour. Vous avez pu écouter Bonjour, cette Fabrice. première partie d'émission très tournée vers le sport et vers des valeurs aussi, comme le courage, l'abnégation, la joie de vivre, parce qu'elle transparaît, même si on n'en a pas parlé directement. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie, Fabrice? Ça me fait beaucoup de bien d'entendre Charles, parce que on se rejoint beaucoup dans la démarche en fait, entre sportifs et musiciens. Allons bon. Ah bah oui, quand on veut vraiment se donner à fond et avoir un certain niveau, ça demande beaucoup de travail et d'abnégation.
Et moi, ça fait 20 ans que je fais de la musique, 10 ans de manière professionnelle, et je pense que c'est les mêmes valeurs de travail. Ceux qui réussissent dans la musique, c'est ceux qui sont prêts à travailler, à se lever tôt pour faire leur gamme, à s'entraîner, et puis à jouer le plus possible. Donc, moi, en plus, ça me touche parce que j'étais aussi en sport-études quand j'étais jeune. Dans quel sport? Moi, j'ai fait de la natation jusqu'à l'âge de 10 ans, et je faisais du hockey sur glace en parallèle. Mais et à un moment, j'ai choisi le sport d'équipe. Donc j'ai fait le hockey sur glace. On est allé au Québec gagner un tournoi, les petites équipes suisses contre les Québécois. Parce qu'il est suisse, il est de Genève. Oui, je suis suisse. Franco-suisse en fait. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. C'est bien même. Et puis donc on était, j'ai fait du hockey. Et puis à partir de 14-15 ans, j'avais de la peine à concilier l'école et le sport. Donc j'ai fait le choix d'arrêter, et un an plus tard, je suis tombé sur une guitare, et ça faisait longtemps que je voulais en faire, mais je voulais faire de la musique, mais je voulais faire de la batterie. Et puis on habitait dans un petit appartement, et mes parents n'étaient pas trop partants pour avoir une batterie à la maison. Mais ses parents, ils n'ont pas voulu qu'il ait une piscine à la maison Voilà. non plus. Hein. Oui, Donc, je négocie pourtant dur. Ouais. mais ça n'a pas marché. Mes parents étaient ils aimaient beaucoup le sport et aussi beaucoup la musique, surtout ma maman. Et du coup, quand j'ai commencé la guitare, ça a été... Là, ça m'a tout pris, quoi. C'était 3 heures par jour minimum en rentrant du lycée, tout le temps. Et après, donc, il y a effectivement des ponts et des liens communs entre vous deux. Alors, il faut quand même préciser que le groupe, vous dites Push, hein, ouais, Push. C'est un des groupes de rock chrétien qui est le plus professionnel. Il faut quand même dire ce qui est. D'abord, vous tournez depuis longtemps. Ouais, 10 ans. Vous nous l'avez dit. Et vous, quand vous vous êtes lancé, vous vous êtes entouré tout de suite de musiciens hyper pros. Quand on regarde leur CV, ça ne fait pas lire. Hein. Leur biographie, on se dit « Wouh !» En vous disant, voilà, moi j'ai d'accord chrétien, mais musique avant tout, et j'ai envie de faire de la musique qu'on n'ait pas honte d'écouter en public, ou voilà, de la bonne musique à la base, avant même de parler des paroles. Exactement. C'est-à-dire que si on dit qu'on fait de la musique, il faut avoir des musiciens. Et les musiciens, c'est ceux qui jouent le plus possible, qui ont fait des formations pour ça, qui s'entraînent, quoi, et qui ont la culture aussi de la musique. Et pour moi, c'était important d'être avec des gens comme ça. Donc, quand je me suis dit, voilà, après 10 ans, je m'y mets, vraiment, eh bien, j'ai trouvé des personnes pour ça. Et en fait, quand on est, je pense que quand on est soi-même, on peut aussi beaucoup plus rencontrer les gens qui correspondent. Et en fait, beaucoup de musiciens, la plupart des musiciens que j'ai rencontrés même, n'étaient pas chrétiens. Et en fait, c'est cette affinité par la musique qui a fait qu'on a pu travailler ensemble. Et puis ensuite sont venus des gens chrétiens aussi engagés de différentes églises. Et puis on a travaillé ensemble. Et c'est ça qui a fait que ça a pris. Alors pourquoi vous êtes parti dans le rock chrétien et pas dans la musique tout court? Qu'est-ce qui a fait, c'est quoi ce besoin, cette urgence d'exprimer, alors c'est surtout dans les paroles, hein, évidemment que le côté chrétien ressort, des textes inspirés de la Bible, de la tradition chrétienne ou d'une expérience plus personnelle de la foi. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu vous lancer dans cette niche musicale, on va dire? En fait, ça s'est fait naturellement. Je n'ai pas à un moment décidé volontairement de me dire je veux faire du rock chrétien. Moi, je voulais faire de la musique, et quand j'ai écrit les premières choses que j'ai écrites, c'était inspiré de la parole de Dieu, des psaumes que je mettais en musique. Je trouvais que ça valait le coup de proposer des chants avec une musique un peu plus actuelle à l'église. Et puis en écrivant ces chansons, les gens les ont appréciées, on commence à les chanter, donc on a enregistré un album. Puis après, on m'a proposé de donner des témoignages à des jeunes de mon engagement de musicien, et puis comme chrétien. Puis au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça, c'était naturel. Et en fait, j'ai travaillé aussi dans le milieu de la musique séculier, simplement, et ça a toujours été très simple en fait. Les gens, j'étais au Printemps de Bourges, j'ai rencontré des professionnels du spectacle, et ils ont toujours trouvé que c'était évident, quoi. Ils ne voyaient pas le problème, quoi, avec ce que je faisais. À part que, évidemment, à cause du style, c'est difficile de trouver sa place dans les bacs de musique et de la FNAC, quoi. Voilà. C'est un petit peu plus compliqué. Alors, on a beaucoup parlé de sport, Charles, mais la spiritualité, alors toute religion confondue, vous intéresse aussi. Vous n'avez pas spécialement été éduqué dans une religion, mais ça vous intéresse et vous lisez beaucoup sur tout ce qui est spiritualité. Exactement, c'est une des choses de la vie qui est vraiment importante à connaître, et s'instruire sur ce sujet, je pense que c'est vraiment important. Après, effectivement, je me suis instruit sur toutes les religions parce que je trouve qu'il faut d'abord connaître tout, et moi, c'était un choix de mes parents qui eux sont baptisés et qui sont instruits
c'est de dire il va falloir que tu fasses tes choix. Et ils m'ont laissé faire mes choix, et mes choix, ça a été de découvrir un peu tout. Et je suis beaucoup allé à l'église avec mon père, mon grand-père, alors que je n'étais pas baptisé. J'écoute ce qui se passe, mais j'ai encore pas choisi une voie et je ne me suis pas engouffré à fond dedans. C'est pour ça qu'on vous présente Fabrice, ouais. justement. Ça vous étonne, un engagement musical comme ça aussi, un engagement de vie, hein, on va le dire, aussi marqué du côté chrétien, parce que le rock chrétien, il y a quelques groupes quand même, hein, groupes de pop-rock chrétien, etc. C'est une découverte, ça vous étonne, ça vous inspire quoi? Non, moi je trouve ça beau, c'est ce que je dis, un engagement, c'est important d'en avoir des engagements. Et je dis c'est ça, c'est un peu nos rêves, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous... Voilà, moi je m'engage pour le sport, je m'engage pour essayer de réaliser mes rêves, mais pour le partage derrière, pour plein de choses. Pourquoi pour le handisport? Parce que j'en suis. Lui, tu es chrétien, donc c'est peut-être important voilà, de s'engager par rapport à ça. Je trouve que c'est important de s'engager dans nos valeurs et de les poursuivre à fond et de s'engager à fond. Donc c'est beau ce qu'il fait, moi. C'est une conversion, hein, Fabrice? Oui, alors moi je ne m'attendais pas du tout à me retrouver dans le bain, en fait, parce que j'avais été à l'église petit, puis au catéchisme, je n'avais pas l'impression de trouver un intérêt. Et donc j'avais dit à mes parents, non, bah, moi ça m'intéresse, bah, j'y vais pas parce que tant que je trouverai pas vraiment quelque chose qui me motive. Et je pense que dans l'adolescence, je rencontre beaucoup d'adolescents à travers les concerts aussi, on donne des concerts dans les écoles, et je leur dis toujours ça parce que je sais qu'à l'adolescence, il y a vraiment quelque chose qui se fait, on fait des vrais choix qui sont déterminants, et en fait on a besoin d'avoir la vraie stimulation, et des fois on ne sait pas d'où elle vient, quoi. Est-ce que c'est du sport ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va aimer bûcheronner puis il va trouver sa vocation là-dedans, ou est-ce qu'il va aimer lire des règles, des lois et puis ensuite être avocat? Voilà. Ben, moi, c'était un moment dans la musique, ça m'a parlé. Et puis pour la foi, eh ben, il y a un moment où mes questions tout d'un coup ont été évidentes. Bon, ben, je suis rentré dans une église, je me posais des questions, j'avais pas de réponse, je suis rentré dans une église et j'étais tellement touché dans la prière par la présence de Dieu, j'étais vraiment renversé. J'avais 15 ans, je m'attendais pas du tout. Et les personnes qui m'avaient eu au catéchisme avant ne s'attendaient pas du tout à ce que ça tombe sur moi. Vraiment, et c'est une espérance pour moi, parce que quand je rencontre des jeunes, je me dis, mais voilà, derrière cet enfant-là qui a peut-être des difficultés, après j'ai fait une formation en éducation spécialisée aussi, et je sais que derrière chacun, il y a un moment, un espoir de renaître. D'être touché par la grâce. D'être touché par la grâce. Et puis le fait d'avoir le courage de reprendre sur un handicap comme toi et puis de faire quelque chose de sa vie, c'est la grâce, quoi. C'est qu'à un moment, il y a la force à l'intérieur de nous qui nous pousse d'un élan de vie. Et c'est vrai, et tout le monde peut le vivre, ça. Alors, Push, juste pour donner quelques chiffres comme ça, c'est 7 albums en 9 ans, il ne chôme pas. Hein. 25 clips vidéo, 3300 fans sur la page Facebook, plus de 40 concerts par an. Alors, ça peut être des paroisses, ouais. Ça peut être des rassemblements, genre JMJ, ça peut être des établissements. Bah, bon, il y a aussi des soirées témoignages, des soirées pop louanges, des choses comme ça. Il y a 2 CD, donc j'aimerais qu'on parle. Il y en a un qui s'appelle The Bible. The Bible, ouais. The Bible, ouais. Il faut dire The Bible. Bah oui, parce que le but, c'est justement de le dire à la française. D'accord. Alors là, c'est un album concept. Hein. On va quand même expliquer ce que c'est. Vous allez nous le raconter, Fabrice, rapidement. Bah, c'est un concept parce qu'au départ, en fait, il y a une Bible qui a été une édition de la Bible qui devait sortir pour un public jeune, un public adolescent et lycéen. Et étudiants peut-être aussi. Et puis en fait, avec des introductions, des aides à la lecture qui permettent de découvrir le texte, qui est des fois un peu difficile d'entrer. Et donc, cet accompagnement, on s'est dit, bah, en fait, on m'a contacté en me disant, bah, nous, on sait ce que tu fais comme chanson et que tu travailles bien sur les textes de la Bible. On voudrait que tu mettes en valeur certains textes et puis que ces chansons-là, en fait, elles nous aident à découvrir des textes originaux. Alors, on a choisi ensemble, avec le comité de l'Alliance biblique française, 10 textes qui pouvaient surprendre. Caïn et Abel, il y a Ruth, il y a Un temps pour tout, ça c'est un texte très connu de l'Ecclésiaste. Ouais. Il y a, je vais aller un petit peu plus loin, Faites-le d'abord pour eux, ça c'est du Matthieu. Encore une parabole de Matthieu, Le mur de la haine chez les Éphésiens, un Pentecôte chez les Actes. Voilà, j'en ai passé quelques-uns, il a fallu faire 10 choix de textes et mettre tout ça en musique. Voilà, c'est ça. Et là c'était autre chose que composer d'après ce qui sort, quoi. C'était vraiment... trouver comment, sans se trahir, composer quelque chose qui était une commande. Et je suis très heureux, ça m'a beaucoup apporté ce travail-là, parce que ça m'a aidé à aller chercher plus loin que ce que je fais d'habitude. Parce que
écrire, à certains moments, c'est facile, mais en fait, en réalité, il faut travailler jusqu'à ce que ça soit bon. Et ça, c'est très exigeant. Des fois, ça vient en quelques jours, et puis des fois, j'ai fait l'entrée du morceau, puis 6 mois plus tard, j'ai toujours pas la suite, quoi. Il y en a un qui va se remettre à la clarinette, là. Il entend parler de musique depuis tout à l'heure. Non, peut-être pas. Non, j'adore la musique, j'ai toujours dit que je m'y remettrais. C'est toujours la même chose, c'est un manque de temps. Ouais. C'est pour la foi, pour tout ça. Le catéchisme, tu parlais. Ouais. Moi, effectivement, il y a un moment donné, je me suis dit, je vais me faire baptiser parce que je le voulais et je veux faire mon catéchisme, je veux faire. Voilà, mais c'est un manque de temps. Je m'entraîne 40 heures par semaine et puis je fais beaucoup d'investissements. Les compètes, c'est le dimanche. Voilà, et puis j'ai un investissement caritatif, social qui est important aussi. Et je pense que c'est pas en lâchant tout et en disant, je vais faire quoi. Il faut savoir catégoriser. Et je sais que ma vie n'est pas finie, j'ai encore du temps, j'ai encore le temps. Oh, 25 ans, il y a encore quelques belles années. Voilà, il y a encore quelques belles années. Voilà. Mais je pense que le plus important, c'est de le savoir au fond de soi, ce qu'on veut, ce qu'on est. Puis le plus important, c'est d'être heureux. Je pense que tu me contredirás pas. Il faut trouver l'équilibre, quoi. Après, c'est vrai que moi, souvent, on me dit, ça serait bien que tu fasses du sport. Parce que maintenant, c'est vrai que quand on en a fait beaucoup, quand on est jeune, voilà, ma femme. Sa femme qui lui dit ça. Et puis, mon kiné me dit aussi, ça serait bien que tu fasses un peu plus de sport. Je dis, ouais, mais j'ai pas le temps. Mais il me dit, maman, c'est vital, quoi. Soit tu fais maintenant, soit ça sera trop tard à un moment. Engagement caritatif, sociaux, vous pouvez nous expliquer rapidement, Charles ? Pour des associations, je pense que après avoir un peu de célébrité, si je veux dire un petit peu, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un de très connu, mais le fait d'avoir gagné une médaille, il faut la partager. La gagner, c'était super, mais elle ne sert à rien si je ne vais pas voir dans les écoles, leur expliquer ce que c'est que les Jeux paralympiques, pourquoi je l'ai gagné, comment on fait pour gagner quelque chose, comment on fait pour réaliser ses rêves. Si je ne vais pas dans les associations telles l'UNICEF, et là, dernièrement, voilà, des associations où je m'investis, surtout au niveau régional, parce que je me dis, moi, avoir de la médiatisation pour avoir de la médiatisation, ça ne me sert pas tant que ça. Moi, ce que je veux, c'est, ça pourrait me servir pour gagner plein d'argent, mais ce n'est pas mon but. Là, mon but, c'est vraiment de partager avec les gens. Par exemple, il y a le Téléthon, là, très bientôt, très prochainement. Et donc, qui sera passé au moment où on aura fait l'émission. Voilà. C'est pas grave. Et donc, je vais partager un moment, mais au niveau régional, pour être près des gens. Alors, on n'a pas précisé sa région, c'est la Bourgogne. Ah tiens, Dijon. Tiens. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de ce disque alors, qui est très ciblé Noël. Ça s'appelle Les Étoiles de Noël. On va peut-être aussi regarder un extrait, Noël à Bethléem. Donc, on va expliquer rapidement. C'est un clip qui a été tourné à Bethléem, et notamment avec une chorale d'enfants issus d'une école où toutes les religions sont représentées, toutes les nationalités, on va dire presque. Ça, c'était important. Ce sont des enfants, ils sont de toutes les dénominations, juifs et musulmans, palestiniens, israéliens, chrétiens, et ils chantent ensemble. Oui, ben en fait, on a eu la chance de pouvoir rencontrer cette école de musique. Ma belle-sœur a un projet avec eux. Elle organise des concerts avec ses enfants, des concerts en Terre Sainte pour l'unité des chrétiens. Et puis, à un moment, je lui ai dit, j'aimerais bien avoir un chœur d'enfants qui chante sur cette chanson, Noël à Bethléem, pour le disque. Et puis, elle m'a dit, mais en fait, viens rencontrer ces gens. Moi, je vais en Terre Sainte, viens avec moi. Et puis, on va les rencontrer. Puis, on a tout de suite croché sur le projet. Et on a pu partir 4 jours avec le groupe, tourner le clip avec eux, et c'était vraiment magnifique. On a eu vraiment des moments inoubliables. Donc on va regarder ce clip, on en reparle juste après. Et je peux lui offrir le CD que j'ai dans les mains, bien sûr, à Charles Rosoy? On ne peut pas les vendre, on ne peut que les donner. Ah oui, parce qu'on expliquera le projet juste après. Le but, c'est d'être distribué le soir du 24 décembre ou alors un petit peu n'importe quand, possible. Durant le temps de Noël. Voilà, c'est une manière d'évangéliser pour les gens qui viennent de temps en temps à la messe ou alors une fois dans l'année. C'est une manière d'aider les gens à découvrir le sens de Noël. Voilà. Après, ils en feront ce qu'ils peuvent. Le catéchisme reprend pour Charles Rosoy. on regarde le clip.
Avec tous ces jolis visages d'enfants. Vous êtes déjà allé à Jérusalem, à Bethléem, enfin en Terre Sainte, Charles? Et non, hélas non, mais j'aimerais bien y aller. C'est vrai que c'est... Mais il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais bien aller. Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas anodin hein, d'aller faire un voyage en Terre Sainte, qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs. Hein, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées là, c'est le berceau des religions et c'est un lieu très très chargé en spiritualité, très fort d'avoir pu tourner un clip là-bas et de poser la batterie. Non, je suis impressionnée là. Il y a un cloître aussi, à un moment vous êtes dans un cloître. Ouais. Ça s'est fait, on ne sait pas trop comment en fait, mais ça s'est ouvert comme ça devant nous. Je sais que donc ma belle-sœur avait des contacts sur place et puis elle m'a dit de les appeler. Mais en fait, quand on est arrivé le vendredi pour filmer le lendemain justement à Bethléem, on s'est rendu compte que l'équipe qui aurait dû informer les frères sur place pour qu'on puisse avoir l'autorisation, ça n'avait pas passé en fait. Et donc, quand j'ai appelé le frère, je lui ai expliqué ce qu'on allait faire. Et puis, il a voulu qu'on se voit pour qu'on explique le projet. Puis, je n'avais pas anticipé qu'il aurait peut-être fallu le faire plus tôt. Enfin, heureusement, il nous a dit, si vous filmez entre 7h et 8h, vous n'aurez pas trop de monde. Ouais. Vous n'aurez pas trop de monde. Alors, on s'est levé tôt. On a filmé aussi le lever du soleil à 6h. Et puis on s'est levé tôt, on a démarré, on s'est mis à 2 endroits. Et puis, à certains moments, on a filmé entre les groupes de touristes de 50 Brésiliens qui passaient. Et puis, c'était très drôle. Mais après, on est parti à Jérusalem pour filmer la suite avec les enfants. Quand on voit les petits-enfants qui courent dans les rues du souk. Ça, on a fait le dimanche aussi, dans les églises de Jérusalem et puis au Saint-Sépulcre, dans différentes églises, chez les Arméniens, chez les Grecs catholiques orthodoxes. Et puis, avec ces enfants dans les rues. Donc là, on s'est bien amusé parce que on courait avec nos caméras et puis, enfin, c'était très drôle. Et puis, on a filmé aussi au Jardin des Oliviers. Donc là, c'est le moment où on arrête le clip, c'est le moment où tous les enfants se rejoignent et vont se retrouver pour chanter ensemble. Et comme ils sont issus de différentes confessions chrétiennes, mais aussi d'autres religions, du coup, ça donne vraiment quelque chose de beau parce qu'ils sont vraiment ils sont vraiment locaux, quoi. Et la petite fille blonde qu'on suit durant un moment, elle est peut-être blonde, mais elle est arménienne de Jérusalem, et vraiment, quoi. Et donc c'est beau de suivre ça. Et puis le petit garçon blond qu'on voit, c'est un petit garçon musulman. Puis l'autre, c'est un orthodoxe. Et donc c'est très drôle de voir comment ils sont ensemble et ils participent à ce projet. Et c'est une école de musique qui fait ça, quoi. Et en plus, c'est vraiment une vraie école de musique où ils donnent des concerts, ils s'entraînent beaucoup et ils ont des enfants très doués. On a organisé il y a 2 ans une tournée de concertistes en piano de 4 filles qui avaient entre 11 et 14 ans et qui sont venues jouer des pièces en Suisse et en Italie et c'était vraiment impressionnant. Alors tout ça pour un CD qui sort pour Noël, donc un 4 titres destiné à être offert à chaque personne qui viendra à une célébration. Donc il y a deux chants de Noël inédits et puis 2 chants de prière. Voilà. Alors il y a même plus que ça, parce que depuis on a rajouté encore. Vous avez raison. Ouais, donc on a une chanson on a plusieurs chansons sur Noël, et puis une prière et la lecture du texte de Noël. Alors il faut quand même expliquer quelque chose, c'est que la vie d'un groupe de rock chrétien n'est pas exactement la vie d'un groupe de rock, j'allais dire plus classique. Hein. Je pense que déjà vous carburez pas aux mêmes substances, et puis vous n'avez peut-être pas le même réseau de fans, ni le même réseau de concerts. Enfin. Non, c'est sûr. C'est sûr, et en même temps, je pense que les groupes qui aujourd'hui tournent, c'est des gens qui travaillent, quoi, parce que l'industrie de la musique a de la peine, hein, le disque a de la peine, les concerts, c'est difficile aussi, même s'il y a maintenant beaucoup de gens qui vont dans les festivals. Donc nous, évidemment, on est sur un créneau où c'est difficile d'aller dans n'importe quel festival à cause de nos paroles. Mais en même temps... Comme ça, c'est propre à la francophonie, parce que les groupes rock chrétiens aux États-Unis sont complètement, et dans le monde anglo-saxon de manière plus générale, sont complètement mêlés. Il n'y a pas tant de différence que ça avec les groupes rock classiques. Ça, c'est très francophone de vraiment avoir... de niveau, quoi. Ceux-là, ils sont gentils, ils sont cathos. Grâce à nos paroles, puisqu'il ne faut pas le prendre. C'est un choix de départ. Je pense que voilà. Après, c'est plus ce que je dis. Hein, c'est plus aux gens de s'adapter. Je pense que ça devrait être plus ouvert. Moi, quand j'écoute avant tout de la musique. Après, effectivement, les paroles sont engagées, mais comme peuvent l'être engagées dans différentes choses. Mais à l'inverse, hein, certains vont faire l'apologie de choses qui ne devraient pas être faites devant des centaines de milliers de personnes. Et sans complexe. Pourtant, l'acceptent et sans complexe. Donc, je veux dire, voilà. Moi, je le vois dans les deux sens. Je suis
Des fois, je suis un peu gêné quand on dit, voilà, c'est exactement la même chose. Nous, on n'a pas d'antenne moins d'antenne télé que les valides parce qu'on fait du handisport. Ouais. Il y a sport dedans, c'est avant tout du sport. Ouais. Vous, c'est avant tout de la musique. Ouais, voilà. c'est ça. Est-ce que les chrétiens sont des handicapés? Alors là, si on fait le parallèle. Mais là, on peut aller très loin dans le handicap, hein, parce que la bêtise, c'est le plus gros des handicaps. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que vous êtes tous les deux sur des sortes de mondes parallèles par rapport au sport. Vous dites c'est avant tout du sport, mais est-ce que dans la tête des gens c'est bien comme ça? C'est pas sûr. Vous, c'est avant tout de la musique, mais est-ce que dans la tête des gens c'est bien comme ça? C'est pas sûr non plus, quoi. C'est-à-dire que pour la musique, il y a des gens qui pensent que justement la musique, si on fait du rock, c'est parce qu'on boit des bières et puis qu'on se démonte la tête, quoi. Mais en Et fait, vous buvez des bières et vous vous démontez la tête, Fabrice, alors? non, on se démonte pas la tête parce qu'en général, Ouais. mais Des bières à l'eau bénite. on prend des verres, mais comme en général, on a des prestations à donner, des concerts, du public, on essaye d'être au mieux pour pouvoir être là pour ce public. Donc Vos références musicales? Bon, moi, tout ce qui est rock, pop rock et tout ce qui est groove, j'aime beaucoup. Mais j'ai peu de références francophones. J'ai écouté tout ce qui sonne plus américain ou anglophone, disons De Palmas et puis Sinclair, c'est ceux que j'aimais bien. Après, la chanson française, par contre, j'écoute peu, quoi, parce que je préfère quand la musique est devant que les paroles. Et vos références musicales, Charles? J'en ai Oula. pas, non, Ça part loin. non, mais j'écoute vraiment de tout. Ouais. Là, j'étais en train de penser, ça pourrait être intéressant d'avoir du jazz catholique aussi. Ouais, mais il y en a. Hein. Ah bon, Ah bon? J'ai jamais... Du jazz catholique? Ouais, mais il y a des gens chrétiens qui font du jazz, mais... Non, mais est-ce que c'est vraiment catholique dans les paroles? C'est ça qu'il veut dire. Tu penses du jazz chanté? Ouais, parce qu'il y en a qui... Disons que dans les standards, il y a certainement pas mal de paroles qui se revendiquent aussi de la foi. Hein, dans les Parce que standards le gospel, de jazz. ça on sait évidemment, Ouais, mais... dans les standards de jazz aussi. Et le gospel, justement, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment toucher et puis faire évoluer beaucoup de mentalités, surtout chez les jeunes, et faire avancer les choses, parce que c'est prenant, c'est enivrant, envoûtant. Mais je pense que c'est le problème, on n'a pas assez de choses comme ça pour faire bouger un peu les... Et je pense que ton groupe, c'est quelque chose qui peut justement bouger un peu les plus jeunes, quoi, ils vont entendre de la musique et ils vont se sentir on a pas mal embarquer. de jeunes qui nous suivent à cause du côté technique, musical. On essaie toujours de faire que dans chaque morceau, il y a quelque chose pour chaque instrument qui soit un nouveau défi, quoi. Que ce soit le rythme de batterie, la basse, les guitares, qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'un jeune ait envie de prendre l'instrument et de travailler. Alors justement, je vais vous poser la même question à tous les deux, ça laissera à l'autre le temps de réfléchir. Elle commence avec Fabrice. Vous vous imaginez comment dans 20 ans? Et comment? Charles, attention, hein, même question après. Alors je sais depuis quelques années que je me suis fixé qu'à un moment, je serai plus sur scène à sauter dans tous les sens. Dans un collège ou dans un lycée. Oui, là c'est carrément calme. C'est adapté, mais ça peut être beaucoup plus punchy. Hein. Oui, ça peut être beaucoup plus punchy, et plus c'est punchy, plus les gens sont contents. Et plus on saute. Oui, exactement. Donc à titre d'information, je me suis déchiré un ménisque en concert il y a 2 ans, hein, par exemple. C'est super dangereux, la musique, c'est plus dangereux que la natation. Hein. Et donc à 55 ans, vous ne serez plus en train de gigoter dans tous les sens? Non, peut-être occasionnellement. J'espère être toujours joueur et puis avoir envie de m'amuser et avoir du plaisir surtout à faire ce que je fais. Et je pense qu'à partir du moment où j'aurai plus de plaisir, je ferai autre chose. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens à accompagner, à former, à aider. Et j'espère que je serai à m'occuper d'autres groupes, d'autres mouvements, à monter des projets comme celui de Noël qui permettent à la culture et à la foi de faire des ponts, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Charles, dans 20 ans? 25, 35, 45 ans. 45 ans, vous serez où? 45 ans. Alors déjà, c'est sûr, j'aurais arrêté de nager. Je nagerai pour le plaisir ou je ferai encore du sport pour le plaisir. Maintenant, il y a 2 solutions et je peux pas dire maintenant laquelle va me convenir. Ah mais on rêve là, on rêve oui, gros, là. On rêve. Celle que j'aimerais être, c'est avoir monté mon entreprise ou être dans une grande entreprise, avoir une bonne place et pouvoir continuer mon investissement dans tout ce que je fais en dehors. Et puis pourquoi pas être parti à l'étranger, m'être développé sur d'autres choses, pouvoir justement augmenter ce partage en étant plus international. Et sinon, c'est l'autre solution. Elle est beaucoup moins jolie comme ça, mais c'est la réalité, c'est qu'on ne sait pas où va la société en ce moment. Et je me dis que si tout se casse la figure, pourquoi pas finir ermite dans un bois
Et puis moi, je me rends compte que juste être avec une personne que j'aime et les choses nécessaires de la vie, je pourrais être heureux. Non, mais elle est au courant, votre fiancée? Non, mais dans les bois. Non, mais c'est une image je veux dire, un peu décadente, mais je veux dire, voilà, quoi. Aujourd'hui, je me rends compte qu'à chaque fois, on court après de nouvelles choses. On avance comme ça en courant après. Là, je cours après un titre. Après, je me rends compte que je me remets des objectifs. Il y a des championnats qui arrivent oui, il y a des l'année championnats prochaine. qui arrivent l'année prochaine, les championnats du monde. Après, il y aura les championnats d'Europe. Je me dis, est-ce qu'à un moment donné, j'en aurais pas marre de courir après quelque chose tout le temps? Non, mais baisser les bras, et sans mauvais jeu de mots, ça vous ressemble pas? Non, c'est pas baisser les bras, mais ça serait faire pour être heureux autrement. C'est ce que je dis toujours. Tout le monde, j'étais encore sur une émission l'autre jour et je me suis dit, ah bah si on veut gagner 5 000 euros à des jeunes, et si on veut gagner 5 000 euros, il faut travailler pour gagner 5 000 euros. Il commence à parler d'argent comme ça. Je dis oui, mais on peut aussi gagner le SMIC et puis être secrétaire et puis être très heureux en tant que secrétaire. Il fait, ah oui, c'est vrai. Mais pour lui, c'était pas envisageable. C'est pas trop dans l'air du temps, hein, oui. En même temps. Alors, Charles, justement, on va vous guetter l'année prochaine au championnat du monde. C'est quel mois, ça? C'est en août 2013. Il y a encore quelques belles heures de compète et de répétition, d'entraînement qui vous attendent. Hein. Oui, il y aura encore 1500 heures. 1500, 2000 heures qui vous attendent. Non, 1500, je pense, un peu moins cette année. On va réduire. Donc ça, ce sera votre actualité pour l'année prochaine. Fabrice, alors vous, je précise qu'il y a un reportage qui est en cours sur vous et qui passera sur KTO, je crois. Oui, tout simplement. Et puis sinon, il y a des concerts à venir, évidemment. Oui, il y a des concerts. En fait, après le disque de Noël, on va partir dans toutes les régions de France pour proposer un concert autour de la Bible, en fait, découvrir la Bible d'une nouvelle manière. Donc on va voir ça sur votre site. Oui, tout à fait. Vous dites le nom de votre site? Le site, c'est push-musique.net et le site pour Noël, c'est étoiledenoël.com au pluriel. Voilà, et puis puisque tout le monde se pose la question, je vais quand même vous dire ce que signifie push, parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'ici. C'est un acronyme anglais qui signifie Pray until something happens. Prier jusqu'à ce que quelque chose arrive. Exact. Voilà, c'est bien trouvé. Ouais. Franchement. Oui, c'est pas de moi. C'est pas de vous, c'est pas grave, c'est bien de le dire. C'était pour ça que c'était bien trouvé. Nous, on va s'arrêter là. Vous pourrez continuer de discuter en loge, puisqu'il y en a un qui est visiblement en train de catéchiser l'autre, et puis il y en a un qui va vous pusher. Il va me remettre au sport, enfin. Il y en a un qui va se remettre au sport. Voilà, ils vont se convertir l'un l'autre, c'est formidable. Merci à tous et on se retrouve dans un prochain numéro de VIP.